Mes excuses pour ce retard de démarrage pour ce premier panel intitulé Économie circulaire et innovation. Donc, je m'appelle Cheb Nordine, je suis expert international en gestion de déchets en environnement et j'accompagne les sociétés dans la transformation vers l'économie circulaire. Je vais prendre la parole pour modérer ce panel et aussi pour intervenir sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat en économie circulaire, en entrepreneuriat gestion de déchets avec l'approche d'économie circulaire. En attendant l'arrivée des autres panélistes, je commence mon intervention pour un peu préparer le contexte et démontrer cette liaison, cette relation qui existe entre l'économie circulaire et l'innovation. Mais avant de commencer, il est très intéressant de s'arrêter sur la définition de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? Et pourquoi on commence à parler d'économie circulaire? Est-ce qu'il y a une économie droite, économie linéaire? Et on a besoin à ce moment historique, de parler économie circulaire. D'abord, une économie circulaire est par nature restaurative et régénérative, étant à préserver la valeur et la qualité intrinsèque des produits, des composants et des matériaux à chaque étape de leur utilisation. C'est une définition de l'économie circulaire qui date de plus de 10 ans, publiée par la fondation Ellen MacArthur. Mais depuis, il y a plus de 100 définitions de l'économie circulaire qui a vu le jour et on est en train de voir des modèles, des définitions chaque jour pour ce concept qui vient s'ajouter à l'environnement économique pour constituer une opportunité et répondre à un challenge. Le vrai challenge, c'est le challenge des ressources. Et on va voir comment et pourquoi on est amené à ce moment historique marqué par une rupture des problématiques d'approvisionnement au niveau international, marqué aussi par le contexte qu'on vient de vivre. Ça fait 2 ans donc la problématique de Covid, et aussi tout ce qui est guerre, tout ce qui est perturbation des chaînes d'approvisionnement d'une façon irréversible sur toutes les fronts, que ce soit alimentaire ou électronique. Donc, revoir et recentrer le regard de l'économiste sur la ressource, c'est ça le cœur de l'économie circulaire. C'est vrai, à un moment donné, on a commencé à parler et à faire la liaison, l'analogie entre économie circulaire et économie de recyclage. C'est vrai, c'était un début, mais le moment est opportun, le moment est là pour revoir toute la chaîne et recentrer nos regards sur la ressource. En pratique, l'économie circulaire, c'est prévenir la production de déchets à travers des modèles économiques innovants ou des concepts améliorés en vue de démontage ou de la durabilité. Et ça répond à 2 choses. Dans la roue de l'économie circulaire, donc faciliter la réparation des produits s'il y a un problème, parce qu'on parle beaucoup de l'obsolescence programmée, mais ce n'est pas une obsolescence programmée, c'est une obsolescence beaucoup plus sociologique.
liés à l'utilisation de l'usager et aussi des problèmes d'obsolescence ou de l'évolution technique qui avance très rapidement, et le consommateur aussi demande le nouveau produit. Donc il est assoiffé d'avoir des produits chaque saison, chaque mois, et ce que fait donc que les sociétés commencent à produire sans prendre en considération ces risques de durabilité ou de réparation. Dans la logique de prévenir la production, c'est aussi revoir notre système de remanufacturing. Donc, comment faciliter la prise des produits à un moment donné et de les réutiliser. Donc, c'est tout un système qui est en train d'être développé. C'est un modèle d'affaires en croissance, démontré par plusieurs groupes de renommée, et qui fait partie de l'économie circulaire. En pratique, l'économie circulaire, c'est prolonger la durée de vie d'un produit à travers l'amélioration de la réutilisation, la réparation, la remise à neuf. Et aussi améliorer la transformation d'un produit en fin de vie, étude la récupération de la ressource. Il y a une chose très importante, et en parlant de l'économie circulaire, c'est que l'économie circulaire, c'est une économie régénérative qui veille sur la ressource. Pourquoi veiller sur la ressource? Je ne vais pas vous faire un topo, un cours théorique sur tout ce qui est perturbation écologique macro au niveau planétaire, mais juste quelques informations issues d'une étude qui vient d'être publiée l'année dernière. C'est une première au niveau international. Ça a été fait en France. Pivoter vers l'industrie circulaire. C'est une étude faite par l'ENIU. Donc, qui dit qu'en 2050, il y aura plus 20% de la population. Fois 4 échanges économiques, plus de 52% de gaz à effet de serre, plus de 200% de consommation de ressources, plus de 450% de consommation d'eau pour l'industrie, plus de 90% des réserves de cuivre consommées, et plus de 38% des espèces animales et végétales pourraient disparaître de la planète. C'est en continu sur la trajectoire actuelle. Donc, c'est là, c'est essentiel, c'est obligatoire de prendre la décision de faire le changement et pivoter vers le changement et découpler l'économie actuelle qui est basée ou qui va droite avec tout ce qui est ressources vers une économie qui n'a pas de relation directe avec la ressource. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est de l'innovation. Et c'est ça qui nous amène à parler et de recentrer notre débat, notre réflexion de l'économie circulaire sur l'objectif de l'économie circulaire. L'économie circulaire, son objectif principal est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles par la création des produits, des services, des modèles d'affaires et des politiques publiques innovantes. Pour schématiser la chose, il y a les industriels, il y a les territoires. C'est les deux acteurs économiques, les grands acteurs économiques. Et de l'autre côté, on trouve les ressources qui sont utilisées, que ce soit par les industriels ou par les territoires, et qui font partie du territoire, parce que les ressources, c'est la grande partie ou
l'identité même des territoires. Et de l'autre côté, on trouve les déchets, que ce soit les déchets des territoires ou les déchets des industriels. Comment faire et catalyser une harmonie et mutualiser donc la réflexion autour de ces 4 éléments et recréer le système économique, surtout dans un contexte contraignant, mais favorable à la réflexion, favorable au changement. C'est ça le plus important. Donc on ne peut pas faire ça sans l'innovation et sans un catalyseur fort qui émane de l'expertise, de la matière grise, de l'université, de la recherche et du développement. C'est ça la relation que je vois et que je conceptualise de la relation entre économie circulaire et innovation. Si on arrive à saisir l'occasion, à revoir nos modèles d'affaires, commencer petit, aller vite, avec une vision grande. C'est comme pour les startups. C'est ça le secret de l'économie circulaire visionnaire. Ne se limite pas à 10, 15, 20 ans. Non, c'est un projet pour les 50 et les 100 années à venir. Si je prends juste, et je reviens sur la statistique sur les ressources de cuivre. 2050, si on continue avec la consommation actuelle, on épuisera toute la ressource exploitable actuellement. Donc, à partir de 2050, comment on va faire des produits à base de cuivre, en absence de cuivre? Certainement, on va découvrir quelques autres mines. C'est toujours ce rêve, cet espoir. Mais au-delà de ça, il y a la réalité maîtrisée par l'humain. Et si l'homme veut maîtriser son avenir, il doit maîtriser le présent. On le maîtrise par ce genre de réflexion. Donc c'est ça, si je récapitule, c'est ça la relation entre économie circulaire et innovation. Il n'y a pas d'économie circulaire sans innovation. Comme il n'y a pas d'économie sans innovation. Mais il y a l'intelligence humaine qui doit être exploitée de la meilleure façon, de la façon optimale. Utilisant, exploitant cette matière grise pour le bien, pour l'avenir. Donc c'est recentrer nos débats sur la ressource. Et recentrer le débat sur la ressource, ça prend toute la chaîne de valeur, de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Je ne parle plus de déchets. C'est des produits en fin de vie qu'on va les retrouver dans nos usines par la suite. Parce que lorsqu'on prend des métaux, des ressources, et on les usine, les faire entrer dans le processus de production, on emmagasine, on stocke de la valeur. Au fur et à mesure qu'on utilise le produit, à un moment donné, on perd de la valeur marchande. Mais réellement, est-ce qu'on a perdu la valeur ressource? Sur pas mal de produits, la ressource est toujours là. D'ailleurs, l'exemple qui m'arrive à l'esprit, c'est le cas des avions actuellement stockés dans des déserts américains. Il y a une grande aire de stockage, de repos des avions en fin de vie, parce qu'ils contiennent beaucoup de métaux
rares et on n'a pas actuellement les techniques ou on n'est pas en mesure de les utiliser immédiatement, donc les stocke. Mais comme c'est des objets de valeur, donc on les stocke. Mais pour les autres produits qui n'ont pas de valeur visuelle ou connue par les gens, ils finissent dans le décharge. Ce qui est malheureux. Donc c'est ça le plus important. C'est revoir les choses, essayer de chercher l'opportunité là où il y a, sachant que si je veux contextualiser le débat sur l'économie circulaire au niveau national, est-ce que le sujet de l'économie circulaire au niveau national est un sujet juste de réflexion ou c'est un sujet de stratégie? En regardant les documents stratégiques du Maroc, en particulier la stratégie nationale de développement durable, SNDD 2030, par ailleurs, une réelle économie de l'environnement est possible à travers la mise en œuvre d'une économie circulaire ou encore de l'industrialisation verte. Comment? Non, c'est pas. C'est juste. Parce que c'est. Donc, ça, c'est dans la stratégie nationale de développement durable. Une meilleure gestion des déchets permet la transformation de cette contrainte en de véritables opportunités. La valorisation des déchets entraîne le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir de déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Sauf que, dans cette phrase, même s'il constitue vraiment une opportunité, une première ébauche pour commencer l'économie circulaire au Maroc, mais c'est de l'économie de recyclage. Ce n'est pas toute l'opportunité ou toute la logique. Et l'essentiel, l'ADN de l'économie circulaire, c'est recentrer et revoir la chose en tant que ressource. Il y a pas mal de choses très importantes qui ont été citées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement au Maroc, surtout en matière d'industrie, donc surtout les plateformes industrielles intégrées, elles font partie de l'économie circulaire, dans le cadre de l'économie circulaire. On attend l'élaboration de la stratégie d'économie circulaire. C'est l'indicateur 39 de SNDD. N'est pas encore établi. L'objectif 67 de SNDD, passer de l'informel à une économie sociale et solidaire. On est en cours. Timidement. Objectif 66, passer d'une logique classique dans la gestion des déchets à une logique d'économie circulaire. On aimerait bien. Et je pense aussi que parmi les défis de la gestion de territoire des déchets passe par cette transformation, ce pivot vers l'économie circulaire. Et je pense que le panel d'après-midi relatif à la gestion urbaine des déchets urbains pourra discuter ce sujet avec cette logique que je pense très locomotive pour un changement de secteur. Il y a aussi un élément très important à citer relatif au modèle de développement. Le modèle de développement, il identifie aussi l'économie circulaire comme une opportunité à saisir. Quelque chose, je trouve juste la citation donc pour la partager avec vous.
le nouveau modèle de développement donc, a fait une recommandation en parlant. Par ailleurs, il est préconisé de mieux exploiter tout le potentiel de l'économie verte et de l'économie bleue, porteuse de création de valeur dans tous les territoires. La Commission encourage l'adoption d'une stratégie dédiée à l'économie verte et déclinée sur le plan territorial en privilégiant la logique d'une économie circulaire intégrant les spécificités et les potentialités locales. Une attention particulière devra être accordée au développement des filières industrielles vertes dans les domaines des énergies solaires, éoliennes, d'assainissement liquide et de gestion de déchets. S'ajoute à cela dernier avis de l'autosaisine du Conseil économique, social et environnemental sur la gestion, sur l'économie circulaire, qui est très important à saisir. Je pense que cela peut être discuté l'après-midi, mais je pense que, pour résumer, les opportunités de développement d'affaires dans l'économie circulaire, il va de territoire jusqu'à l'industriel. Comment dynamiser ça? Comment développer des produits, comment développer des services adaptés à chaque secteur? C'est une question d'étude, de réflexion, cas par cas. Du start-up jusqu'à la multinationale, grande groupe. Pourquoi? Si je prends quelqu'un qui vient de démarrer, un porteur de projet qui veut faire un projet valorisation d'un déchet. Par exemple, on a accompagné quelqu'un qui veut faire de l'aliment donc des chiens et chats partir des déchets de volaille, donc des abattoirs de volaille. Il veut utiliser les abats, les têtes, les pattes pour faire de produits. C'est une opportunité. Comment on peut l'avoir dans un cadre d'économie circulaire? Si on réfléchit d'une façon classique, on peut donc s'installer n'importe où, faire des relations économiques ou faire la collecte avec tout ce qui coûte donc de logistique et installer l'unité de production à lieu donné et faire la production et après faire toute la logistique nécessaire pour la distribution. Mais si on prend en considération la réflexion économique circulaire, oui, j'attends juste l'arrivée de... Je continue ou je... أنا سريت l'intervention ديالي. أنا je suis... Oui, mais je suis le modérateur en principe. On s'excuse pour l'audience qui a attendu presque une heure pour c'est pas un discours pour juste remplir le vide, mais on peut aller pour une formation plus détaillée avec des outils de travail qui va de l'analyse systémique de la chaîne de valeur au niveau macro, méso et micro, et développer un modèle d'affaires, un business particulier avec tous les outils nécessaires jusqu'à l'élaboration d'une feuille de route stratégique et une feuille de route opérationnelle. C'est ça le plus important. Lorsqu'on parle économie circulaire, on parle avec des concrets, avec de la réflexion
concrètes, avec des cas réels. C'est vrai, j'ai pas voulu citer les noms, donc sur pas mal de... ou faire des exemples, pour ne pas faire l'exemple, le marketing pour des marques, mais je n'ai assez d'exemples dans ce... Juste pour... en parlant d'économie circulaire, à cet exemple, donc pour l'exemple que je viens de citer, donc si on voit le projet dans le cadre d'économie circulaire, elle est très simple. La première des choses, c'est allier et aligner les objectifs de ce porteur de projet avec ses fournisseurs. Parce que la valeur la plus importante pour la valorisation d'un déchet, pour la capter, c'est au niveau de la collecte. Ce n'est pas au niveau de la valorisation. Le souci majeur, même de l'écosystème vert, il y a un écosystème vert qui est en train d'être mis en place. Le point faible ou le challenge ou le risque pour cet écosystème vert, c'est la massification des flux. Si on arrive à massifier le flux, on a capté la valeur. On a capté presque 80 et plus de la valeur. Rien que au moment de la collecte. Mais la collecte, c'est toute l'ingénierie logistique. C'est la chose qu'on oublie dans la chaîne de valeur classique de modèle économique linéaire. On ne parle jamais de take-back, de reverse logistique. On ne parle pas de ça. Mais dans l'économie circulaire, dans la conception même de produits, le retour produit est obligatoirement conçu et discuté et imaginé et planifié. C'est ça le plus important. On peut arriver en détail sur cette question s'il y a donc un moment de discussion. Merci pour votre attention. J'espère que mon intervention a un peu garni, mis en contexte ce panel. J'invite à côté de moi, c'est Rachid El-Mrabat pour participer avec nous dans ce panel. C'est Rachid. C'est Rachid El-Mrabat est le directeur général de la société de développement local Marafaq Berkane. Je pense que c'est parmi les premières expériences de SDL marocaine en exploitation sur pas mal de sujets, de territoires. Quelque chose de très intéressant. Et c'est un modèle en développement. Pour donner l'exemple à d'autres villes, à d'autres territoires, pour gérer ou avoir un deuxième modèle de gestion. À côté de la gestion déléguée qu'on connaît, il y a le modèle de gestion par la société de développement local. C'est Rachid El-Mrabat va intervenir sur le recyclage et la valorisation des déchets ménagers au Maroc, une vraie opportunité de création de valeur et de richesse dans le cadre d'une économie circulaire et durable. Merci d'accepter l'invitation de ce forum pour participer et animer donc, ce sujet. À vous la parole. Bonjour tout le monde, désolé de ce retard et merci beaucoup au modérateur d'avoir pu assurer ce temps pour que j'arrive. Je suis très content d'être parmi vous et je suis très content d'être parmi vous et je remercie Simou Darir pour avoir organisé cet événement qui est très intéressant parce que
Le Maroc s'est lancé dans un grand chantier des énergies renouvelables. On envisage plus de 50% de capacité installée à horizon 2030. C'est très intéressant. Je pense que la voie des déchets ménagers est une des voies les plus prometteuses. On parle beaucoup de profit, c'est-à-dire est-ce que c'est un business qui est intéressant ou pas intéressant. Et donc aussi on parle beaucoup de subventions qui peuvent un peu booster le secteur du tout ce qui est recyclage et surtout déchets ménagers. Pourquoi les déchets ménagers? Je pense qu'on l'a déjà raconté. Nos déchets ménagers contiennent plus, en tout cas la région dans laquelle je travaille, on est à plus de 85% de matière organique dans nos déchets ménagers. Et donc c'est une vraie voie de valorisation, surtout par la voie de méthanisation. Et donc il y a beaucoup d'opportunités de création de valeur et de création de richesses. Donc je vais parler un peu de ce que c'est que la société Marafiq Berkane. Marafiq Berkane, c'est une société de développement local, mais en fait elle est au niveau de toute une province. Donc toutes les communes, elles gèrent Saïdia, elles gèrent Berkane, elles gèrent Ahfir. Donc c'est toute une région dans l'oriental. C'est 16 communes, donc c'est un grand territoire. Et c'est une expérience unique au Maroc, parce que c'est la seule SDL au Maroc qui gère actuellement directement la collecte des déchets. C'est la seule et unique SDL au Maroc qui gère directement le transport. Quand j'ai dit gérer directement, c'est-à-dire nous avons acquéri notre propre flotte de camions de collecte de déchets, nos autobus, etc. Et nous avons notre propre personnel qui fait la gestion directe. Donc c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau modèle qui est innovant, qui est, si on voit le modèle de développement, le nouveau modèle de développement qui est sorti récemment, donc on voit beaucoup de points qui sont en accord avec cette expérience, et donc c'est la seule au Maroc. La seule au Maroc, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on voit directement. Je pense que ce n'est pas synchronisé. Voilà, donc nous sommes 16 communes. Si vous pouvez passer au slide d'après, s'il vous plaît. Donc c'est un modèle unique en son genre au Maroc. Pourquoi? Parce que toutes les communes, comme j'ai dit auparavant, sont actionnaires dans cette STL. Le deuxième point, donc on gère l'ensemble des services communaux. Quand vous allez voir des SDL à Casa ou Rabat, chacune va se spécialiser dans un secteur. Vous allez prendre par exemple la SDL Casa Prestation, elle gère les abattoirs, elle gère le marché de gros et la halle de poissons. Et vous allez trouver Casa Bay A par exemple, une autre SDL qui fait le contrôle de la gestion de déchets. C'est-à-dire il y a des opérateurs, mais elle fait le contrôle. Ici, c'est un autre cas. Nous avons l'ensemble des secteurs, mais nous faisons la gestion directe. Donc c'est une autre... Et c'est une société de développement qu'on peut appeler entre parenthèses provinciale, pas locale, c'est-à-dire pas seulement au niveau d'une seule commune, mais c'est toute une province. Donc toutes les communes de la province sont actionnaires dans cette SDL. Et aussi, l'objectif aussi, c'est un modèle qui est basé sur des principes, sur 4 principes, principalement l'économie circulaire, le développement durable, l'innovation et l'entrepreneuriat et la digitalisation. Donc quand je dis ces 4 principes de ce modèle, c'est-à-dire que nous gérons l'ensemble des services et nous avons au milieu une direction qui est en charge de la maintenance, par exemple, qui est mutualisée. Ça nous permet de réduire les coûts. Nous avons aussi une direction du digital et de la gouvernance numérique, donc elle travaille sur la digitalisation des process. Nous avons pu développer un savoir-faire en interne et dans lequel plusieurs applications de gestion et de contrôle digitalisées de tous ces services communaux. Et donc ça nous a permis aussi de réduire les coûts et d'optimiser nos dépenses. L'autre point, c'est aussi nous avons une chaîne de valeur qui est très importante sur tous les services communaux. Donc ça permet de créer de l'emploi indirect. Et ça, c'est à travers la mise en place d'un incubateur qui est aussi un modèle de collaboration entre différents partenaires. La SDL est un acteur, mais il est aussi piloté par l'INDH et aussi piloté par d'autres conseils provinciaux et d'autres. Et donc l'idée, c'est que dans plusieurs aspects, nous achetons beaucoup de matières premières. Si je prends le cas des déchets ménagers, nous achetons beaucoup de bacs en plastique, par exemple. Alors l'idée, c'est que
tous les bacs cassés, nous le recyclons, nous faisons du broyage. Nous avons acheté des machines, nous sommes en train d'acquérir maintenant pour la fabrication de ces bacs en plastique. Mais l'idée, ce n'est pas la SDL qui va le faire. Donc nous accueillons des startups, des jeunes diplômés, et nous leur donnons des bons de commande. C'est-à-dire on leur offre un service de mentoring, un service de formation, un espace aussi dédié avec Internet, avec des ordinateurs, etc. Des laboratoires, donc des ateliers dans lesquels il y a des machines, donc ils vont apprendre et après on leur donne des bons de commande. C'est-à-dire on se situe dans le bout de la chaîne de valeur pour leur offrir des opportunités de création de valeur. Et donc ça créera, et nous sommes sur un espace dans lequel nous envisageons dans les 3 ans à venir de créer et d'accompagner plus de 400 startups. Et c'est un modèle aussi d'incubation qui est différent. L'incubation, ce n'est pas offrir seulement un espace, des bureaux avec ordinateur, mais au-delà de ça, c'est des ateliers, c'est des machines, les gens vont apprendre et la SDL se situe dans le bout de la chaîne pour donner les premiers bons de commande pour que la start-up puisse passer ce qu'on appelle la vallée de la mort et réussir et arriver à la maturation et à la croissance. Une fois la start-up arrive à la croissance, elle va sortir et donc pour se développer ailleurs. L'autre point, donc, c'est la SDL. Elle envisage pas seulement de rester sur la gestion des services communaux, ça c'est une première phase. La deuxième phase, c'est d'utiliser ces services communaux comme un effet de levier pour développer des projets industriels pour créer autant d'emplois dans des secteurs qui sont en relation avec le territoire, notamment la valorisation et la transformation agricole. C'est une région agricole par excellence, il y a les mandarines, il y a les nèfles, etc. Donc il y a beaucoup de produits qui ont besoin d'être valorisés. Il y a aussi tout ce qui est métiers du textile qui sont importants. On s'envisage aussi dans les métiers du digital. Donc nous avons plusieurs idées de projets, mais ça va être dans le futur proche de développer ces projets qui vont créer aussi de la valeur ajoutée et qui vont faire que la SDL va se transformer en un bras économique et aussi technique de toute la province. Et donc l'idée, c'est aussi en accord avec les projets de régionalisation pour que la SDL puisse se développer, puisse accompagner aussi les communes. Nous avons un projet aussi énorme de digitalisation. Nous avons signé des conventions avec l'ensemble des communes pour digitaliser leurs process. Et là, on est sur aussi la création d'un data center provincial pour la souveraineté de la data. Et aller au-delà de ça, c'est de se dire beaucoup de process, beaucoup d'applications peuvent être digitalisées au sein des communes. Et aussi, nous utilisons d'autres systèmes. Bon, désolé d'avoir ouvert cette parenthèse, mais c'est très important de le citer, de travailler aussi sur d'autres technologies comme le Mobile Mapping System, d'essayer de recenser tout ce qui est terrain non bâti d'une manière digitalisée, les panneaux publicitaires, etc., pour aider les communes à augmenter leurs recettes et avoir des prévisions beaucoup plus correctes et directes sur ce qu'ils font comme rentrée d'argent. Donc c'est un peu le modèle, si on veut parler en général, et la réussite de ce modèle, c'est ces aspects, la digitalisation, la mutualisation des ressources, c'est-à-dire où nous avons un support au milieu qui est administratif, un support aussi qui est de maintenance, qui répond aux services des différents secteurs du transport, de déchets, etc. Et ça permet d'optimiser, de réduire les coûts. Donc voilà, en général, on a démarré, ça fait 1 an et 4 mois. On a commencé, j'étais tout seul avec une assistante et maintenant on est presque 700 personnes. Et nous continuons à nous développer. Merci. Et on continue à nous développer davantage dans l'objectif, c'est pas seulement d'avoir beaucoup plus d'employés, mais d'avoir un chiffre d'affaires important et de créer plus de synergie. Nous avons aussi un écosystème d'auto-entrepreneurs qui est avec nous et nous avons pratiquement presque 200 auto-entrepreneurs qui sont en collaboration directe et donc ça nous aide à créer des opportunités d'emploi indirect. Et donc voilà, c'est un peu l'écosystème sur lequel la SDL a été mise en place et là c'était un travail qui était important du gouverneur de la province qui avait cette vision et d'avoir créé avec les communes cette SDL dans cette optique de créer un champion provincial en matière de gestion des services communaux. Voilà en principe, en total.
Donc, je vais passer directement, si vous pouvez passer à l'autre slide. Donc, la partie environnement, nous sommes organisés en business unit. Et donc, chaque business unit, c'est comme une entreprise à part. Et nous avons une comptabilité analytique au sein de l'entreprise avec un ERP dans laquelle chaque entreprise, chaque business unit, elle est vue en interne comme une entreprise pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre et pour connaître de près la rentabilité de chaque business unit. Le pôle environnement, il y a 4 business units. Il y a la partie espace vert. Donc nous gérons plus de 330 hectares d'espace vert dans toute la région et dans toute la province. Tout ce qui est maintenant, c'est aussi... Et là, on est sur aussi de projets d'économie circulaire. Il y a 2 stations d'épuration et nous sommes maintenant en voie de travailler sur le recyclage des eaux des stations d'épuration pour les utiliser dans l'irrigation. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et les espaces verts, nous les concevons comme un modèle, pas seulement d'avoir la verdure, mais de créer des espaces qui peuvent être créateurs de valeur ajoutée et de richesse. C'est-à-dire, ça va être des espaces verts avec du mobilier urbain, avec du Wi-Fi, avec des bibliothèques virtuelles pour les enfants, avec des espaces de jeux pour les enfants, avec aussi des espaces de sport pour les gens. Et ça va aider que les gens puissent trouver un endroit de distraction et aussi des cafés, des snacks qui peuvent être installés en accord avec les communes pour aller vers l'autonomie en matière de gestion de ces espaces verts et ne pas demander que les communes puissent payer ce service dans les 3 ans à venir. Donc c'est tout un business plan qui a été élaboré dans ce sens et nous avons lancé ce chantier, ça fait presque 1 an et maintenant nous sommes sur la phase entretien et nous lançons les nouveaux projets qui vont être développés. La deuxième partie, c'est la collecte des déchets. C'était le premier secteur sur lequel on avait travaillé. Il y avait Averda avant. Et donc, nous avons fait la passation avec Averda. Nous avons récupéré les employés d'Averda selon le contrat. Et donc, Averda était sur 12 communes. Nous, on est sur 15 communes maintenant. Et il y a juste la commune de Saïdia qui avait un contrat avec Ozone auparavant. Donc, à la fin du contrat, elle va rejoindre aussi ce consortium. Actuellement, nous faisons la collecte, nous avons changé tout le système de collecte et nous nous sommes reposés sur la digitalisation pour améliorer les circuits, aussi avoir des informations en continu sur la situation des bacs et ça nous permet d'optimiser énormément, surtout dans le gasoil qui est notre point noir, dans tout ce qui est avec les augmentations, les récentes augmentations. Nous faisons la collecte la nuit, ça aussi c'était pas un point qui était avant et ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie dans la province. Et pour tout ce qui est réhabilitation, nous avons un projet, nous avons signé une convention avec le ministère de l'Environnement pour travailler sur la réhabilitation d'une ancienne décharge qui se trouve au cœur de la ville maintenant, 26 hectares. Et donc le projet est déjà lancé, il est en cours et l'idée c'est de mettre dans cet endroit une pépinière école qui va servir aussi pour la population et aussi un espace de jeu et aussi une piste d'athlétisme avec la Fondation El Guerrouj qui est en collaboration avec la Fondation El Guerrouj qui est sur place. Donc c'est un grand projet, nous avons déjà commencé les travaux, ça fait quelques mois avec des entreprises qui travaillent sur la partie géotextile, géomembrane et tout ça pour faire toute la réhabilitation de cette ancienne décharge. Le dernier projet, le dernier chantier sur lequel on vient de commencer à travailler, c'est la partie tri et méthanisation. Et là, c'était des idées. Quand on parle de méthanisation, généralement, on parle de grands projets ou de petits projets dans le secteur agricole. C'est-à-dire ou la valorisation de la biomasse dans les fermes, ou quand on parle de méthanisation et valorisation des déchets ménagers, des grandes expériences au Maroc, il n'y en a pas. Il y a l'expérience de Fès qui sert pour l'éclairage public, mais c'est juste une petite partie. Il y a aussi d'autres villes qui se prétendent aussi. Et donc là, on commence à avoir une sensibilisation des communes et aussi des acteurs, surtout la société civile, qui demandent qu'il y ait de la valorisation. Avoir une décharge contrôlée, c'était un objectif très important les années passées. Mais maintenant, le Maroc, il envisage, avec toute la stratégie développement des énergies renouvelables, c'est d'aller au-delà de ça et de produire, je ne dirais pas produire l'électricité, mais je dis plutôt produire du biogaz,
parce que produire l'électricité des déchets ménagers, c'est un peu coûteux, et avec la baisse des levelized costs du photovoltaïque, qui a atteint des niveaux, on voit le moins cher du monde au Portugal, c'est 0,06 $ le kilowattheure. C'est impossible de dire que les déchets ménagers vont avoir une compétition directe en termes de coût de production de l'électricité. Mais comme nos déchets sont des déchets spéciaux, ce n'est pas des déchets secs comme on peut trouver en Europe. Nous avons moins de RDF parce que aussi le contexte, il y a beaucoup de chiffonniers qui font du tri informel, et ça aussi, ça c'est très important. Et nous avons aussi beaucoup de matières organiques qui est aussi valorisée d'une manière informelle. Surtout, on voit beaucoup ça dans des périodes de sécheresse. Vous allez voir des chiffonniers spécialisés dans les déchets organiques qui vont prendre des sacs en plastique, des bacs, et ils vont les vendre les jours suivants pour les fermiers qui font de l'élevage. Et c'est une source d'alimentation pour les éleveurs. Seulement, il y a beaucoup de risques sur l'environnement, il y a aussi beaucoup de risques sur la santé. Et là, c'est important de revoir ce modèle qui est très important. Donc, l'idée sur laquelle nous, on est parti et on est en train de travailler là-dessus, c'est que comment réduire, premièrement, l'arrivée des déchets ménagers dans les décharges. L'idée, c'est de créer des centres de tri, des déchetteries, des centres de tri par quartier. Ce sont des petits centres de tri, c'est des conteneurs principalement, et l'idée c'est de faire de la valorisation pas dans une grande usine, c'est-à-dire de travailler sur deux aspects. Pourquoi? Quand on a une grande usine de déchets, de valorisation des déchets ménagers, le grand problème qu'on trouve dans ces digesteurs, des grands digesteurs, c'est que la variabilité de notre matière première qui arrive, c'est-à-dire les déchets ménagers l'été ne sont pas les mêmes, l'hiver ne sont pas les mêmes le printemps, et ça crée que les bactéries que vous avez dans votre digesteur, il est très compliqué d'assurer la survie de ces bactéries, et c'est là où se trouve le risque quand vous avez une grosse installation avec des coûts énormes. Donc l'idée, c'est que de travailler sur des conteneurs, c'est des conteneurs qui vont être mobiles, de développer des digesteurs qui vont être insérés au sein de ces conteneurs et de faire du tri à la source. C'est-à-dire, je me dis par exemple, dans la région de Berkane, on fait le coût de l'enfouissement, c'est environ 180 dirhams la tonne, de se dire, de prendre cette somme et d'éviter que les déchets arrivent à la décharge, et de prendre cet argent, de le verser directement à des jeunes chômeurs, des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité, qui créent des coopératives, et eux, ils vont encourager le tri à la source, dans les maisons. Et on va se dire qu'on va acheter ces déchets pour qu'il y ait de l'incitation. Parce que si on le fait gratuitement, personne ne va le faire. Le deuxième point, de sensibiliser les acteurs économiques qui se trouvent dans la province pour sponsoriser cet événement. Et donc l'idée, une fois vous recevez, on reçoit les déchets dans des petits centres, dans des éco-kiosques qui vont être installés au niveau des quartiers. C'est des jeunes aussi du quartier qui vont travailler sur ça, de les former. Les déchets vont arriver, on va faire la pesée. Donc quand on parle de 180 dirhams la tonne, ça veut dire c'est 18 dirhams plus ou moins chaque 100 kg. Acheter ces déchets, c'est très important. Une fois on a les déchets, on a deux types de déchets. Ça dépend aussi de la saison, s'il s'agit de l'été ou l'hiver. Quand il fait chaud, les déchets, ils perdent leur valeur ajoutée parce qu'il fait très chaud. Donc on commence à avoir de l'odeur et de l'exivia qui se développe rapidement. Et quand il fait froid, donc vous avez des déchets plus humides, mais qui vont résister plus. Donc il y a deux voies. Il y a deux voies, et ça dépend des régions aussi, et c'est à voir. Il y a aussi la communauté des chercheurs qui peuvent contribuer sur ça. Quelles sont les deux voies? La première voie, c'est de suivre ce que font les chiffonniers, c'est-à-dire je récupère la matière organique, je fais un deuxième tri beaucoup plus rapide en interne, parce que c'est de petites quantités, je fais une désinfection, un séchage, un broyage, et je mélange avec d'autres sources de protéines, par exemple les déchets, des dattes, etc., pour avoir plus de valeur ajoutée, et de faire sortir des pellets. C'est-à-dire on va refaire la même chose, ce que font les chiffonniers, mais d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus qui envisage une désinfection et une protection aussi pour les éleveurs. Et ça c'est important, surtout on le voit, le besoin en période de sécheresse quand il n'y a pas d'herbe et le coût de la matière des produits d'alimentation sont très chers.
Mais la deuxième voie aussi, la plus prometteuse, c'est d'utiliser ces déchets organiques directement dans des petits digesteurs qui vont être installés dans des conteneurs. Ça coûte 2 fois rien. Et le coût de la maintenance, il est très bas. Et ça crée de la valeur ajoutée. Et ça crée de l'emploi en local. C'est-à-dire dans les quartiers. Je ne parle même pas de la ville, je ne parle même pas de la commune, on parle de quartier. Et ça, c'est très important. Ça crée une meilleure valeur ajoutée de production de biogaz. Alors là, je vais citer un exemple sur lequel on est en train de travailler parce que c'est ce que je vais citer en dernier et qu'on a commencé dans un marché. Nous gérons un des services communaux que nous gérons, ce sont les marchés de proximité. Et là, notre gouverneur, qui est aussi mon président de conseil d'administration, il a déjà travaillé sur ces problématiques de tri de déchets, aussi il est très sensibilisé à ça. Et le deuxième point, c'est qu'il a développé un modèle de développement d'économie circulaire dans les plateformes qu'ils appellent de plateformes de commerce de proximité. Et il a développé auparavant dans une autre vie professionnelle à Casa comme gouverneur. Et après, il a ramené cette expérience à Berkane et nous avons travaillé sur le développement d'un nouveau modèle qu'on appelle de supermarché social. Je vais vous le présenter dans une vidéo après. Donc si on passe, si vous passez, s'il vous plaît, au slide d'après. Oui, je vais aller rapidement. Donc là, je ne vais pas trop tarder. Si vous pouvez passer rapidement, c'est les circuits de collecte de déchets que nous gérons actuellement. Vous passez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous passez. Bon, ça c'est. Nous avons un inventaire digitalisé de tout ce que nous faisons dans les espaces verts, tout ce qui est en relation avec les arbres, les palmiers, les espaces verts, la maintenance, etc. C'est digitalisé. Nous arrivons à suivre dans des applications sur le téléphone de tout ce qu'on fait, le reporting journalier. Vous passez, s'il vous plaît. Donc, c'est aussi les espaces verts. Donc, vous passez. Donc, je vais être très rapide. Je suis désolé, je vais passer au mode speed. Passez, s'il vous plaît. Oui. Passez, c'est juste des exemples sur lesquels de cas on travaille. Je vais m'arrêter ici juste 1 minute pour vous parler aussi du transport. On est aussi dans une autre approche d'économie circulaire. Nous venons de lancer le transport. Il y avait une société qui s'appelait Foural et donc nous avons repris le service de transport dans toute la province et donc nous avons acheté des bus deuxième main, je dirais bonne occasion, comme se font dans autres villes, donc de l'étranger. Nous avons ramené de Belgique et donc pour gérer une phase transitoire. Et nous envisageons dans 2 ans de lancer le transport durable. Donc principalement c'est des bus à hydrogène et des bus électriques. Et nous sommes aussi sur ce modèle qui va être créateur de valeur ajoutée, créateur d'emplois et aussi il y a beaucoup de durabilité. On ne peut pas parler de transport durable si ce n'est pas connecté avec les énergies renouvelables. Et là, on envisage d'implémenter 30 MW d'énergie solaire dans la province. Nous avons fait des études. Nous avons présenté une étude de faisabilité avec un business plan. Et là, on est aussi sur des discussions avec les grands fabricants de bus. Nous sommes aussi en accord avec la Commission européenne pour qu'ils nous financent comme test 2 bus à hydrogène qui vont circuler dans la ville de Berkane avec une production d'hydrogène vert à base des énergies solaires et des électrolyseurs. Donc ça, c'est un grand projet de pratiquement 400 millions de dirhams que nous envisageons dans les 2 ans à venir, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et donc là, le transport, nous avons déjà aussi, avec l'équipe digitale, nous avons développé en interne la solution de billettique qui est déjà opérationnelle. Ça nous a permis aussi d'optimiser et de rentabiliser davantage nos recettes. Et ça, c'est très important pour le développement de la région. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors pour l'abattoir, donc aussi, je vais passer très rapidement. Et là aussi, dans la durabilité, comme c'est un principe de la société, nous envisageons aussi au lieu d'un incinérateur, nous avons envisagé un digesteur pour les carcasses qui vont être éliminées. Donc nous envisageons aussi un digesteur dans cet abattoir et aussi de l'énergie solaire dans la toiture. Tout le projet, nous l'avons développé en interne. Nous avons recruté des ingénieurs qui ont du savoir-faire dans l'aménagement des abattoirs. Et tout ce que vous voyez, c'était on appelle gourna, donc une tuerie.
Et maintenant, on passe directement à un abattoir moderne, aussi provincial pour toute la province. Passez, s'il vous plaît. Donc, pour tout ce qui est gouvernance numérique, nous avons développé une quarantaine d'applications, donc tout ce qui est contrôle, tout ce qui est suivi, etc. Ce n'est pas l'objectif, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Vous passez, s'il vous plaît. Alors là, c'est un peu le sujet. Nous avons commencé par un projet pilote. Ce que j'ai raconté auparavant, nous avons choisi une plateforme de commerce de proximité qui existe, que nous avons développée, et que nous avons lancé l'exploitation, ça fait presque un an. Et là, on passe dans une approche d'économie circulaire. Tous les déchets verts de ce marché social vont être recyclés. Et là, nous avons obtenu du gouvernement espagnol, dans le cadre d'un projet bilatéral, un financement de 9 millions de dirhams qui nous sert pour produire du biogaz et aussi turbiner ce biogaz pour produire de l'électricité. C'est un système hybride dans lequel il y a 3 composantes. Il y a la partie stockage électrochimique dans des batteries, il y a la partie production d'électricité du photovoltaïque dans la toiture, et le dernier point, c'est la production du biogaz et de l'électricité. Et donc l'idée, c'est d'assurer une autonomie de ce marché social 24 heures sur 24. Et c'est le modèle avec lequel on travaille. Une batterie qui va assurer une autonomie de 3 heures, qui va servir de secours. Et donc nous avons fait toutes les études concernant ce système. Donc passez, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un peu la conception globale. Passez, s'il vous plaît. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout le schéma donc, de la méthanisation. Pour vous dire, le digesteur, il a été développé en interne. Nous avons des étudiants que nous avons pris, nous avons donné des bourses sous forme de contrat de recherche, et donc ils travaillent sur le développement de ce digesteur que nous avons finalisé, toute la partie ingénierie, conception, et nous sommes dans la partie fabrication. Ça va être des systèmes mobiles sur des conteneurs qu'on peut déplacer quand on veut, avec une assurance de la production et de la qualité. Les composantes de ce digesteur, il y a un broyage, une digestion, c'est-à-dire on produit du méthane, on fait du traitement, c'est-à-dire on enlève le H2S, on fait une désulfuration avec 2 process, un lavage et du charbon actif. Et après, il est stocké à 7 bars dans des bonbonnes, et après ce biogaz, il est turbiné, et ça va être couplé avec un smart management de l'électricité entre le photovoltaïque et l'électricité et les batteries. Donc c'est... Vous passez, s'il vous plaît. Donc voilà, je ne vais pas tarder beaucoup sur le technique. Je pense un peu juste vous parler aussi. Vous passez. On a étudié aussi l'ensoleillement dans toute la région de Berkane pour assurer la productivité de l'électricité aussi. Donc toute l'étude, la partie photovoltaïque, elle a été réalisée. Passez, s'il vous plaît. Alors la description, c'est ce que je viens de vous raconter. Et là, c'est un peu... Si vous passez à l'autre. Voilà, le digesteur en interne, donc ça c'est une conception en 3D. Donc il y a un régulateur de pH, un bassin de charge, une pompe d'alimentation, un digesteur et un système thermique. Ça aussi, pour assurer, nous sommes dans la production de biogaz en mode mésophile. Quand je dis mésophile, c'est-à-dire entre 40 et 45 degrés. Et donc, pour assurer cette chaleur, nous avons un serpentin à l'intérieur du digesteur, et nous utilisons aussi une hybridation, c'est-à-dire une partie en utilisant le solaire thermique pour assurer de l'eau chaude qui va rentrer dans le serpentin. S'il fait froid, une partie du biogaz produite, elle va être utilisée, brûlée, pour assurer cette chaleur. Et ça aussi, c'est digitalisé. Donc pour nous, c'est très intéressant. Donc passez, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est un peu les différentes composantes du système. Passez. Je ne vais pas être long, je suis désolé. J'aurais aimé parler plus. Mais bon. Voilà, c'est les différentes parties du digesteur qui est en phase maintenant de fabrication, parce que nous avons fait toute la conception, l'ingénierie. Passez, s'il vous plaît. La partie aussi broyage, purification du biogaz. Vous passez, s'il vous plaît. Vous passez. Donc
ailleurs, vous passez encore. C'est juste pour vous donner une idée sur toutes les composantes de ce système. Vous passez, s'il vous plaît. Et voilà, c'est un peu toutes les parties sur lesquelles nous travaillons dans le cadre d'une approche globale intégrée qui va être, toute la fabrication est 100% marocaine, qui a été faite par des étudiants, par des ingénieurs qui sont marocains, qui ont fait développer ce système. Voilà un peu, vous pouvez passer pour les autres slides s'il vous plaît. J'avais juste je voulais juste voir, il y avait une vidéo, je ne sais pas, ah voilà. Je ne sais pas à la fin si vous pouvez passer, il y a une vidéo après, si vous pouvez passer les slides. À l'intérieur d'un slide, si vous pouvez passer. Donc nous avons fait, ça c'est la vidéo, c'est le marché social que nous allons faire. Pardon, si vous pouvez activer la vidéo. En bas, vous allez trouver. C'est important en termes de biogaz, donc on est une production de l'équivalent de 12 bonbonnes. Comme vous savez, les bonbonnes commerciales, vous avez 12 bonbonnes par jour. Et ça aussi c'est très intéressant. Donc nous avons trois produits qu'on va faire sortir. Il y a le biogaz, il y a aussi tout ce qui est compost, donc qu'on récupère d'en bas. Donc c'est un compost que nous on l'utilise dans le cadre d'économie circulaire, on l'utilise comme fertilisant dans les espaces verts. Et donc il y a la partie aussi RDF que nous envisageons, tout ce qui est Refused Derived Fuel, que nous allons utiliser pour être brûlé industriel. Donc ça aussi c'est très intéressant et ça permettrait qu'on puisse recycler 100% nos déchets. Nous avons commencé par cette expérience de ce marché, mais notre deuxième objectif sur lequel nous travaillons, c'est de travailler sur 3 ou 4 quartiers comme projet pilote dans les mois à venir pour mettre en place cette stratégie de valorisation décentralisée. C'est-à-dire c'est une valorisation par quartier, c'est moins risqué et aussi un grand centre de tri parce que ce que nous envisageons, ce n'est pas un travail qui se fait d'un jour au demain. Nous envisageons réduire le tonnage de déchets qui arrivent à la décharge pour être beaucoup plus logique. C'est-à-dire nous sommes maintenant sur une moyenne de 200 tonnes par jour que nous collectons. Ce qui est important, c'est que nous travaillons sur toute la chaîne de valeur. Nous faisons la collecte et donc ça aussi, ça nous facilite beaucoup cette gestion. Il n'y a pas plusieurs acteurs et ça, c'est très important. Et l'intéressant, c'est que nous allons réduire, passer de 10, 15, 20%, d'envisager dans une année d'arriver à 40-50% de déchets qui ne vont pas arriver à la décharge. Mais en même temps, nous allons monter un grand centre de tri au niveau de la décharge, c'est-à-dire travailler sur les deux aspects. Sincèrement, on n'a pas assisté à une présentation, on a assisté à un témoignage des locomotives de développement, d'un modèle de développement nouveau qui est en train de fructifier au niveau de Berkane. C'est ça le plus important. Et c'est un modèle qui vient témoigner ou démontrer ce que un peu théorisé sur l'économie circulaire, les opportunités au niveau du territoire. Et je pense, vous l'avez vu sur pas mal de sujets, et c'est une expérience à développer sur d'autres sujets, d'autres territoires. Donc c'est ça le plus important. Dupliquer, c'est autre chose. Mais parce que pour chaque territoire, il y a des facteurs. Il y a un environnement, il y a des acteurs. Je pense, si on donne plus de temps à Serachid le Mrabat pour citer la volonté et l'engagement des acteurs au niveau du territoire, vous allez savoir pourquoi on est arrivé à ce stade. Donc, merci infiniment pour votre patience et votre attention. Avant de libérer la salle donc pour une pause café,
je donne la parole à Taheri pour faire une annonce. Merci beaucoup pour votre présence. Et merci beaucoup, monsieur, de m'avoir donné la parole parce qu'effectivement, nous avons prévu de démarrer la séance de la compétition pour le trophée. Donc évidemment, comme vous l'a montré monsieur El Marabt, nous accueillons aussi les nouvelles idées innovantes, créatives, pour distinguer les meilleurs projets qui peuvent être, Inch'Allah, mis en application au Maroc. Donc nous accueillons tous les porteurs d'idées dans ce forum qui a une dimension internationale. Et donc nous avons décidé de le faire au nord du Maroc pour valoriser aussi la région de Tanger-Tétouan. Les remerciements vont à M. Mouderir. Donc nous allons démarrer les entretiens en présentiel, face-to-face, après la pause café, c'est-à-dire vers 1h moins le quart, au toboggan, en bas. Donc j'invite les candidats à se présenter au niveau du toboggan, où il y aura un jury de sélection, et donc où vous allez pitcher pendant 5 à 10 minutes, et on va vous poser des questions. Pour les entretiens, pour les personnes, puisque c'est diffusé en ligne, pour les personnes qui ne peuvent pas venir à Tanger, ils ont la possibilité de présenter en ligne. Et donc ce sera après la fin des entretiens en présentiel. Donc veuillez rester connectés pour qu'on vous envoie le lien Zoom ou Google Meet pour pouvoir présenter vos projets. Et merci à toute la présence. Je réitère mes remerciements encore à monsieur le chef Nordin de m'avoir donné cette opportunité de diffuser cette annonce. Merci beaucoup. Merci Taheri. Donc on passe à une pause café avant de revenir à la salle et reprendre les travaux de ce panel et le prochain panel aussi, pour un peu gagner le temps et vous libérer de l'espace si vous voulez faire d'autres choses, donc de B2B ou de... on fait rapidement, on fait la pause café, mais profitez de B2B en prenant vos cafés. Merci. On va nous parler des opportunités dans le secteur des déchets et du recyclage, dans les transactions d'import et export. Donc à vous la parole, Monsieur Wingel. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie beaucoup les organisateurs de le premier salon de gestion et de valorisation et de recyclage des déchets, au nom de M. Mohamed Moudarir. Merci beaucoup d'accepter ou bien de programmer le thème le marché international de recyclage et gestion des déchets. Donc, permettez-moi de me présenter d'abord. Donc, Ahmed Bouingal, consultant en import-export et formateur spécialiste en commerce international. Donc, notre profession, c'est exactement accompagner les importateurs, les exportateurs, en général les sociétés ou bien les commerçants qui exercent des activités d'import-export sur des différentes démarches, comme l'étude de marché, la prospection, la négociation à l'international, les procédures d'import-export et de dédouanement de la marchandise. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera du marché international des déchets et recyclage en général. Après, on passera aux procédures d'importation et d'exportation des déchets. Donc au début, on va voir juste la vidéo présentative.
Donc c'est juste une petite vidéo qui est terrible, صراحة. On sent la douleur bien sûr فاش كنشوفوا بحال هاد المشاهد. Donc c'est bien sûr l'impact des déchets sur les animaux et sur la terre en général. Alors, donc, pour le programme de mon intervention, donc, je vais parler au début du marché international des déchets, les échanges internationaux des déchets et la procédure d'import-export des déchets dangereux et non dangereux. On parle bien sûr du cas du Maroc. Alors, combien de déchets produit-on dans le monde? Alors, selon des estimations de la Banque mondiale, parce que, sincèrement, on n'a pas des statistiques exactes, mais des estimations des organisations internationales. Donc, selon le rapport de 2018 de la Banque mondiale, la production mondiale des déchets est environ 2 milliards de tonnes par an. Donc, je parle de tous les déchets. Alors, 300 millions de tonnes de déchets sont des déchets en plastique. Selon Statista, donc c'est une plateforme des statistiques, le marché mondial des déchets et des services de recyclage avait une taille totale donc de 55,1 milliards de dollars en 2020. Ce montant était passé à 57,69 milliards en 2021. En 2022, donc actuellement, on est à 60,41 milliards de dollars et d'ici 2030, on passera à 88 milliards de dollars de déchets. Alors, la production de déchets par région, donc toujours l'Asie de l'Est et le Pacifique, donc il y a une production globale de 468 millions de tonnes. La majorité, bien sûr, c'est la Chine et l'Inde, l'Asie du Sud, l'Europe et l'Asie centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et les îles de Caraïbes, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, je ne vais pas parler beaucoup en tout ce qui concerne la partie technique, parce qu'on a bien sûr des experts avec nous qui vont développer ce sujet. Mais en bref, pour les déchets, donc bien sûr mon discours pour les sociétés qui veulent investir dans le domaine le recyclage, donc il faut toujours répondre à cette question. Est-ce que ce projet de recyclage sera positif ou négatif pour moi? Pour répondre à la question, donc le coût de traitement et recettes générées de leur valorisation. Donc, est-ce que le coût de traitement est moins de la matière première ou non? Et la recette générée, est-ce qu'il y a une valorisation ou non? Alors, pour les déchets qui font l'objet d'un commerce transfrontalier qui croît de façon stable en volume et de façon accélérée en valeur. Donc, c'est ça le problème. La valeur les déchets recyclés, il n'est pas toujours stable. Donc, bien sûr, on fait le recyclage pour récupérer les matières premières à un coût qui est bas. Et dernièrement, on fait la réinjection directement dans le processus de production nationale. Alors, pour la valeur des déchets qui va motiver les échanges internationaux de ce secteur. Donc, la valeur du déchet est positive lorsque le coût de traitement anticipé du déchet est inférieur aux recettes de valorisation. La valorisation peut être matérielle, donc principalement soit un déchet recyclage, soit réemployé une deuxième fois. Ou énergétique, ça veut dire l'incinération avec récupération d'énergie. Si la valorisation du déchet est impossible ou très coûteuse, alors la valeur du déchet sera négative. Donc un déchet qui n'est pas valorisable est éliminé par incinération sans récupération d'énergie. Ou bien l'enfouissement, donc la valeur du déchet évolue donc selon ces deux composantes. Donc la valorisation de la matière permet de récupérer le matériau de déchet, recyclage, ou de réutiliser le déchet de façon identique à son premier emploi,
ou de façon différente, ça veut dire la réutilisation. Donc la matière est récupérée par le recyclage, on parle de matière première secondaire. Les déchets contiennent également une valeur de potentiel énergétique, donc la quantité d'énergie qu'il est possible de récupérer par kilogramme de déchets incinérés. Alors ces dernières décennies, l'incinération des déchets avec récupération d'énergie est devenue de plus en plus répandue, notamment pour les plastiques dont le potentiel énergétique est particulièrement élevé. Les conditions du marché de secteur énergétique contribuent donc à la détermination de la valeur du déchet. Donc la règle est la suivante: valeur potentielle du déchet est égale recette monétaire de la valorisation moins le coût de traitement. Alors, pour la stratégie internationale de recyclage, donc, pour les pays du Nord, normalement, ils font un recyclage spécialisé selon les besoins énergétiques. Par contre, les relations Nord-Sud, malheureusement, on trouve toujours des exportations d'énergie aux pays du Sud juste pour faire l'enfouissement. Donc c'est un exemple, comme vous voyez sur la vidéo, d'une incinération des déchets avec récupération d'énergie. Alors, je passe maintenant aux échanges internationaux des déchets. Alors, selon les statistiques toujours de la Banque mondiale, il y a toujours bien sûr une augmentation des déchets d'ici 2050. Pour les compositions des déchets municipaux, on trouve toujours presque la moitié, ça veut dire 44%, ce sont des nourritures et végétaux qu'on utilise chaque jour. On trouve deuxièmement le papier et carton avec 17%. Après, on a le plastique avec 14%, le métal avec 12%, et le reste, c'est du cuir et caoutchouc et le bois. Donc, c'est bien sûr une photo qui nous montre avec le volume des déchets du papier et carton, et c'est la même chose pour le plastique et pour les autres mines. Donc, c'est toujours l'exportation entre l'Amérique et l'Europe vers l'Asie. Donc la majorité des exportateurs des déchets sont bien sûr les États-Unis et l'Union européenne. Donc la même chose pour les déchets d'aluminium. Maintenant, on passera au traitement des déchets municipaux. Donc on a 33%. C'est toujours la décharge à ciel ouvert, malheureusement. Après, on a 25% l'enfouissement. Donc, après, on a 14% l'incinération, le compostage, ça veut dire le tsmid en arabe, et on a l'enfouissement avec méthanisation, ça veut dire on transfère les déchets à une matière énergétique biogaz. Donc, ce sont des statistiques de 2021 des exportateurs des déchets de plastique. Donc, toujours, on a les États-Unis et l'Allemagne et le Japon et les Pays-Bas qui sont bien sûr les leaders de l'exportation. وهنا بصراحة كاين واحد l'opportunité parce que les pays ils exportent vers l'Asie. Donc si le Maroc ou bien les investisseurs marocains arrivent à construire maintenant des unités de recyclage, donc ça sera intéressant de recycler les matières et de les réexporter de nouveau vers l'Europe et vers les États-Unis au lieu de les exporter à l'Asie de l'Est. Alors pour les importateurs du déchet de plastique en 2021, on trouve les États-Unis et les Pays-Bas et la Turquie et aussi l'Allemagne, mais ils ne font pas l'enfouissement comme les pays de l'Asie ou bien comme certains pays en Afrique,
malheureusement, mais il importe certaines marques de déchets pour les recycler et les valoriser. Alors, malheureusement, je partage avec vous une information, c'est toujours selon l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement international, juste 9% des déchets de plastique, ça veut dire 353 millions de tonnes de plastique, juste 9% qui est recyclé. Par contre, 50% sont bien sûr envoyés aux décharges, 19% incinérés et 22% ils sont abandonnés. Donc je passe pour parler des exportations du papier. Alors on a toujours les mêmes exportateurs, donc toujours les États-Unis et le Royaume-Uni et certains pays de l'Europe avec le Japon. Pour les importations, c'est l'Inde et l'Allemagne et l'Indonésie et le Vietnam. Ce sont les grands importateurs du papier recyclé. Là, donc, on a une autre photo. Alors, la première question que j'ai posée, c'est sur le potentiel pour les sociétés en ce qui concerne le recyclage. Alors, vous voyez avec moi que malheureusement, la majorité des déchets, ils sont envoyés à l'enfouissement ou bien incinérés. Par contre, le recyclage ne dépasse pas 10%. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Europe, en Asie ou bien dans d'autres pays. Même le Canada, le premier pays c'est le Canada, le recyclage de ce pays en général ne dépasse pas 10%. Donc c'est une opportunité pour toutes les sociétés pour investir au recyclage des déchets. Alors je passe maintenant aux procédures d'import et d'export des déchets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que juste la semaine dernière, la douane marocaine a partagé une circulaire pour toutes les sociétés d'import-export et les sociétés de recyclage. Alors, concernant l'importation des déchets, alors, selon l'article 42 de la loi 28, qui stipule que l'importation des déchets dangereux est interdite. Mais en général, que ce soit des déchets dangereux ou non dangereux, il faut toujours avoir une autorisation au préalable du ministère de l'Environnement avant d'importer ou bien d'exporter vos déchets. Donc, pour l'importation des déchets dangereux, à partir des zones d'accélération industrielle, il peut être autorisé par le département chargé du développement durable. Donc cette autorisation est octroyée par type de déchets dangereux et elle doit être annexée des documents suivants. Donc le document de notification pour les mouvements de déchets vers l'installation, au traitement ou d'élimination et un document de mouvement des déchets vers l'installation de traitement ou d'élimination. Et pour l'exportation des déchets, c'est la même chose, que ce soit les déchets dangereux ou non dangereux. Donc cette exportation est soumise à une autorisation préalable du ministère. Et voilà le formulaire à remplir. Donc la procédure n'est pas encore dématérialisée. Donc il faut bien sûr remplir ce document pour importer les déchets dangereux des zones franches, les mois actuellement des zones d'accélération industrielle. Il y a aussi un document important à remplir, c'est le document de notification pour les mouvements de déchets vers l'installation de traitement ou d'élimination et un document de mouvement des déchets vers l'installation de traitement ou d'élimination. Et la même chose donc pour importer des déchets non dangereux, il faut aussi avoir une autorisation et remplir ce formulaire pour le déposer au ministère de l'Environnement.
C'est bon. Donc il me reste juste 2 minutes. Donc vous trouverez toujours le circulaire la liste des déchets non dangereux. D'accord? Par contre, pour les déchets dangereux, donc il y a un arrêté du ministère, c'est l'arrêté 27253. Donc vous pouvez noter décret 27253 des déchets dangereux. Donc dernièrement, je vais clôturer par les documents nécessaires pour importer ou bien pour exporter les déchets. Donc ce document est partagé au site du ministère mais en version arabe, qui est malheureusement une version française. Et j'insiste à l'Qadiya parce que la majorité des sociétés l'importent ou bien l'exportent des déchets sans avoir de l'autorisation, sans préparer les documents, ce qui fait la marchandise qu'elle jette de la douane ou qu'elle est bloquée. Et pour avoir l'autorisation du ministère, ça prend du temps. Ce n'est pas une autorisation parce qu'il faut préparer les documents. Donc, document de notification, donc un contrat avec un transporteur. Les sociétés de transport qui diront le transport de matières dangereuses. Donc une caution bancaire à déposer au ministère avant d'avoir de l'autorisation d'importer ou d'exporter vos déchets. Nous sommes donc un contrat entre vous et l'exportateur ou bien l'importateur des déchets. Donc l'unité de traitement. Donc un document le laboratoire le rapport d'analyse des déchets. شهادة قبول نفايات من منشأة تثمين, ça veut dire une attestation d'une unité qui va traiter les déchets, ça veut dire une acceptation de leur part. Nous serons من ترخيص استغلال المنشأة, l'autorisation pour l'unité délivrée par le ministère de l'Environnement. Nous serons ترخيص المنشأة لتثمين النفايات الخطيرة والتخلص منها, تأمين المسؤولية المدنية لمنشأة تثمين, ça veut dire une assurance ديال l'unité de traitement. ترخيص بجمع ونقل النفايات الخطيرة, une autorisation délivrée par le ministère toujours. Et dernièrement, le cahier de charge, الفطار تحملات المشار إليه في المادة أدنى. Donc on va voir le cahier de charge. C'est bon, 2 minutes. Parce que c'est la partie la plus importante. D'accord? Alors, le cahier de charge, je fais tout simplement. Après les bras des documents, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, المادة الأولى فيها المعلومات المتعلقة بهوية المستورد أو وكيله. التزام صاحب الطلب بتشغيل مستخدمين يتوفرون على شواهد تثبت كفاءتهم وتأهيلهم في مجال النفايات المستوردة. المادة 3 تقديم المعطيات حول الإمكانيات المادية لتدبير عملية استيراد النفايات. Donc la capacité financière. تعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها. Donc واحد la fiche technique ديال هاد les déchets pour les importer. Et la même chose pour l'export. المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب. Donc notification ديال الباساج ديال هاد les déchets. والتزام un engagement d'honneur ديال l'importateur ou bien l'exportateur des déchets. والمادة 7 التعريف بمنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة. Donc c'est tout. S'il y a des questions, là, chez Hajam. On ouvre après le débat pour le premier panel et le second panel après. Donc, merci Sihmed pour votre présentation. On sait pertinemment l'importance maintenant des déchets, que ce soit dangereux ou déchets assimilés, qui représentent en eux-mêmes une activité à part entière. Donc je vais demander à tous nos conférenciers de nous laisser une copie de leur présentation pour les envoyer aux gens qui sont intéressés.